Bon, eh bien voilà, hein, j'ai été présenté, hein, moi c'est Julien Berthe, et je vais vous faire une présentation qui s'intitule Histoire d'eau ou la géographie au service de la gestion de l'environnement, parce que finalement, la thèse que j'ai réalisée pendant 3 ans, donc de 2020 à 2024, on le verra juste après, portait sur la thématique de l'eau, mais en fait avec une approche un petit peu géohistorique, archéogéographique, et surtout géographie physique, hein, dans tous ces domaines, hein, que ce soit de la géomorphologie, de l'hydrologie et tout. Voilà, c'était une thèse assez large. Et pourquoi au service de la gestion de l'environnement? Eh bien parce que l'ensemble des données qui ont été produites dans le cadre de cette thèse, finalement, viennent alimenter les différentes bases de données des organismes de gestion de l'environnement, que ce soit pour le moment plutôt NF et PNR, donc Parc naturel régional de la montagne de Reims. Mais j'espère ensuite que ça ira plutôt dans les agences de l'eau pour avoir une meilleure gestion, voire des modélisations, tout ça. On le verra dans les perspectives. Voilà, puisque ce cycle a quand même un petit peu à vocation de parler de la thèse et de ce qu'est l'expérience de thèse, moi je voulais dès le début un petit peu replacer le truc, c'est qu'une thèse, c'est une expérience individuelle qui est très très différente d'une personne à l'autre. On peut le voir notamment dans l'avenir professionnel des thésards qu'on retrouve notamment dans le laboratoire du GGNA, donc mon laboratoire qui est un laboratoire de géophysique, enfin de géosciences, voilà, c'est le bon mot. Sur les 10 dernières années, on a eu 21 doctorants. Bon, j'ai retrouvé le devenir professionnel que de 18, donc je ne vous parlerai que de ces 18-là. Et on peut constater que dans leur devenir, finalement, il n'y en a que 7 qui ont été dans le monde académique. Donc souvent, on s'imagine que quand on fait une thèse, eh bien, c'est pour aller devenir maître de conférence, ingénieur de recherche ou des métiers vraiment dans la recherche publique. La réalité, c'est que bien souvent, on va quand même plutôt aller en dehors du monde académique, dans le privé, dans le public, dans l'associatif, voire on peut aussi monter son entreprise. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'employeurs, comme ça on peut voir qu'en termes d'académique, on peut déjà être un petit peu partout dans le monde. En termes de privé, bah voilà, il y a un certain nombre d'organismes. Je crois qu'il n'y a que Total Energy que j'ai mis ici, qui est A et Archeodenum, qui sont privés. Voilà, c'est assez varié. Et concernant moi, ma thèse et mon devenir professionnel, eh bien, c'est une thèse où j'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup d'encadrement. Déjà, j'étais financé, ce qui est plutôt pratique hein, pour vivre pendant les 3 années de thèse. Et j'étais financé à moitié par l'Université de Reims et à moitié par la communauté urbaine du Grand Reims. Concernant mon laboratoire d'accueil, c'était GGNA 2A à l'époque, qui m'a accueilli, qui m'a donné et les moyens d'aller sur le terrain, de faire ma recherche, mais aussi qui m'a encadré scientifiquement. Mais j'ai également eu d'autres partenaires scientifiques extérieurs, que ce soit sur des aspects vraiment scientifiques, donc aide à la réflexion, donc avec l'ONF ou le Parc naturel régional de la montagne de Reims, ou que ce soit plus pécunier, parce qu'il faut quand même de l'argent pour faire de la recherche, avec la maison des SHS de Champagne-Ardenne, qui a pu, dans le cadre de certains projets qu'on a montés au cours de ma thèse, financer une partie des études de terrain. Donc voilà, je vous l'ai dit, la thèse en 3 ans, 3 mois, hein, du 1er octobre 2020 au 10 janvier 2024. J'ai eu de la chance. Ensuite, j'ai été à TER pendant 1 an. Et au moment de postuler sur le concours de maître de conf, il y avait profusion de postes avec mon profil. Donc, j'ai réussi à avoir un poste, ce qui est plutôt commode. Voilà, on va parler de la thèse à proprement parler maintenant. Donc, Claire nous l'a introduit tout à l'heure, hein, c'est une thèse qui parle de la montagne de Reims et surtout de son hydrosystème, de comment l'eau s'écoule depuis la montagne de Reims jusqu'à finalement la Vesle, la Marne et la nappe de la Crée, qui sont finalement les exutoires hydrologiques de notre système. C'est un endroit qui est assez intéressant à étudier parce que déjà, comme on le voit, il se trouve vraiment entre les 2 villes de Reims et Épernay, qui sont 2 grosses villes de la Marne. Et finalement, vu que c'est en élévation par rapport à ces 2 villes-là, ça constitue une sorte de réservoir en eau pour ces 2 villes. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, il est patrimonial. Hein. On a notamment une labellisation, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne. Un label forêt d'exception qui récompense les forêts domaniales qui ont une longue histoire avec l'humanité. Mais on a aussi un patrimoine plus biologique, faunistique et floristique qui est labellisé par des zones Natura 2000, des SNIEF et aussi par des
enfin bref, des zones protégées, quoi. Malheureusement, c'est un endroit qui a été vraiment difficile à étudier jusqu'à présent parce que, comme vous pouvez le constater sur ce beau graphique, eh bien, 65% de son territoire était en forêt privée. Et en montagne de Reims, forêt privée, en fait, ça veut dire des grandes barrières et des grandes clôtures et complètement inaccessibles. Et donc, jusqu'à très récemment, on n'avait pas accès à ces 65% de territoire, sachant que les territoires où on y avait accès, c'est un petit morceau là, un petit morceau là, un petit morceau là. Mais en fait, ça ne permettait pas du tout d'avoir une compréhension du continuum de l'hydrosystème sur tout le massif. Et donc, jusque-là, c'était une étude impossible. Chose résolue grâce à l'arrivée du LIDAR. Donc, la zone en rouge ici, je vais revenir après sur ce qu'est le LIDAR. Voilà, dans la partie matériel et méthode. Juste pour vous parler un petit peu de la montagne de Reims, ce qu'il faut comprendre, c'est que géologiquement, globalement, le plateau, c'est des argiles. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Vous allez tout de suite voir, vous pouvez faire passer dans la salle, hein. Les argiles, ça colle, c'est plein d'eau, et globalement, ça imperméabilise. Et donc, c'est susceptible sur toute la surface sommitale de notre massif de créer des étangs et des marais. Donc, on s'attendrait vraiment à avoir une zone marécageuse en haut à cause de ces argiles-là. Dans les versants, on a des choses qui sont un petit peu plus perméable, c'est ce qu'on appelle c'est marqué ici, de la marne. C'est une roche calcaire, mais assez argileuse quand même, ce qui génère en fait des niveaux de source un petit peu partout sur le versant. Donc je vous laisse la regarder, vous allez voir qu'elle est un petit peu plus poreuse, mais on la sent quand même assez douce au toucher, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argile dedans. Et enfin, sur les bas de versant et sur les fonds de vallée, eh bien, c'est la craie qu'on connaît bien, je vous la présente quand même, qui est extrêmement poreuse et qui, normalement, devrait drainer complètement les écoulements, puisque c'est très perméable. Vous allez vous en mettre partout, hein. C'était le risque. Voilà. En termes de météo, globalement, si on regarde cette figure-là, on comprend qu'on a une saisonnalité thermique, c'est-à-dire qu'on a une grosse différence de température été-hiver, qu'on a peu de différenciation au niveau des précipitations, et que globalement, la température moyenne est aux alentours de 11 degrés. Donc on est sur un climat océanique dégradé, voilà, qu'on retrouve un peu dans le coin. Avec une petite spécificité, c'est que notre plateau, ici, il est perché à 200 mètres au-dessus de la ville de Reims et d'Épernay. Et donc ça génère quelque chose, ça génère ce qu'on appelle un gradient pluviométrique. C'est-à-dire que plus on est en altitude, plus on a de précipitations. Et en l'occurrence, on se retrouve ici, sur le plateau sommital, avec 250 mm de précipitations supplémentaires, ce qui en fait est énorme parce qu'en moyenne, sur tout le secteur, on est plutôt à 650 mm. Donc ça fait un gros apport d'eau supplémentaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de château d'eau. C'est parce que cette zone-là, c'est des argiles qui vont contenir l'eau. Et en plus, on a davantage de précipitations. Donc normalement, on est vraiment censé avoir un hydrosystème théorique qui ressemble à ça, un plateau en haut avec des marais et des zones humides, un versant avec différents processus et différents niveaux de source, et un fond de vallée qui draine les cours d'eau et finalement assez peu d'activité hydrologique. Le problème, c'est que quand on va en montagne de Reims, ça ne ressemble pas vraiment à ça, on ne les retrouve pas, les marais. On voit des zones légèrement humides quand c'est retourné par des sangliers, mais sinon, au global, c'est quand même plutôt sec. Et donc, la vraie question, c'est la problématique un peu de ma thèse, c'est pourquoi l'hydrosystème théorique ne correspond pas à la réalité. Pour ça, on va utiliser un certain nombre de matériels et méthodes. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, le LIDAR. Globalement, on a un avion qui a un capteur laser. Il envoie un laser vers le sol. Il peut rencontrer plein d'objets, mais le dernier objet qu'il rencontre, c'est le sol, qui donne ce qu'on appelle le dernier écho. Et en triant ces échos-là, eh bien, on est capable de passer d'une image de la canopée, donc ça c'est une photo aérienne, à une image du relief du sol, une fois que c'est traité. Donc là, typiquement, on ne voyait pas le château, on voit le château. Donc c'est quand même vachement pratique, parce que là, on est en forêt privée, et du coup, on arrive à voir la mise en place des douves, des digues et différents réseaux de fossés. Et donc ça nous aide à comprendre comment l'eau s'écoule et où est-ce qu'elle s'écoule, alors qu'avant, à partir des photos aériennes, c'était complètement impossible. Bon, évidemment, on a plein d'autres méthodes. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de s'imaginer qu'on a des méthodes qui sont là pour l'acquisition de données, des méthodes qui sont là pour
l'interprétation des données et ensuite la modélisation, donc c'est ce genre de choses, pour ensuite essayer de comprendre vraiment comment l'eau s'écoule. Voilà, donc le résultat, c'est que initialement, si on cherchait bien, on arrivait à trouver quelques mares. Des mares sur le plateau de Ville-en-Sèvre, des ruisseaux sur le plateau de Saint-Bal, des mares à Verzy et des mares alimentées par des ruisseaux à Verzy. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, c'est difficile à interpréter et en plus, on n'arrive pas à le replacer dans l'espace. C'est là où on a l'avantage d'avoir le lidar, c'est qu'on peut prendre du recul. Et quand on prend du recul, ces mêmes mares, eh bien, on se rend compte que nos premières mares, c'est en fait des entonnoirs de bombes. On les reconnaît bien avec le cratère ici et toute l'auréole autour qui est vraiment en forme d'étoile. Ça, c'est caractéristique des bombes. Nos carrières qu'ils étaient à Verzy, enfin, nos mares à Verzy, on se rend compte que c'est des carrières parce qu'en fait, ils ont une morphologie très particulière qui est typique de l'extraction de géomatériaux. Et nos ruisseaux, on se rend compte qu'en fait, ils ont une forme complètement géométrique. La photo a été prise juste là. Une forme complètement géométrique qui est en fait due au fait que c'est des réseaux de drainage mis en place par l'être humain. Enfin, une forme naturelle quand même parmi toutes, les dolines. C'était notre trou d'eau avec un ruisseau. Et bien en fait, on se rend compte que ce ruisseau, c'est l'eau des routes qui va alimenter des formes naturelles qui sont en fait des gouffres qui se taillent dans les calcaires. Voilà. Quand on prend encore plus de recul, eh bien, on peut faire des inventaires hyper compliqués avec plein de données, tout ce qu'on appelle les polémoformes, donc c'est les formes qui sont liées à la guerre. Ça peut être des tranchées, des trous d'obus, des chemins de rail pour mettre de l'artillerie. En fait, tous ces objets-là vont avoir un impact sur l'hydrosystème parce qu'en fait, ils vont conduire l'eau ou stocker l'eau. C'est pareil pour les carrières. Donc, quand on regarde, on peut se rendre compte que les carrières, elles sont essentiellement sur les rebords des versants. Les réseaux de fossés, ils sont essentiellement sur le plateau, ce qui nous explique pourquoi notre plateau finalement est sec, c'est qu'on a presque 1200 km de fossés uniquement sur le plateau, et donc ça assèche complètement ce dernier. Et enfin, on a nos dolines, donc nos gouffres, qui se retrouvent à mi-versant. Tout ça, si on l'assemble, ça nous permet de comprendre un peu mieux l'hydrosystème, donc ça ressemble à ça. Donc quand on voit ça, on se dit finalement pas tant, parce que là, on a tous les objets qui ont pu être inventariés durant la thèse. Donc à ce moment-là, il faut faire des focus pour essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, on va faire un focus au niveau de la commune de Verzy, qui est ici. Là, c'est un peu plus clair. On arrive à voir l'organisation de dépressions militaires, donc c'est tout ce qui est en jaune, des carrières, tout ce qui est en orange, des formes naturelles, tout ce qui est en bleu, et des formes liées à une abbaye, qui sont toutes les formes qui sont en rouge. Donc voilà, là, ça permet d'un petit peu comprendre comment s'est mis en place cet hydrosystème, et ça permet même des fois d'aller plus loin, c'est-à-dire de dater chacune de ces formes, et donc de comprendre comment cet hydrosystème, toutes ces formes connectées les unes avec les autres dans le but de conduire l'eau, a évolué au fur et à mesure des siècles. Et on peut aussi identifier la fonctionnalité de ces formes. Donc il y a des formes qui sont là pour le transfert, des formes qui sont là pour le stockage et l'infiltration de l'eau. Voilà, on a un certain nombre de fonctionnalités. Quand on modélise ça, on avait notre hydrosystème initial qui était relativement simple et qui au final était complètement faux. Et on a notre hydrosystème final qui est beaucoup plus complexe avec des formes qui s'imbriquent les unes avec les autres. Donc on en a parlé, les formes naturelles qui sont essentiellement sur les versants. Et au final, à part les versants, tout le reste c'est très très anthropisé. Donc l'homme y a beaucoup travaillé. Donc sur le plateau pour drainer, sur les rebords ici pour y stocker l'eau par le biais des carrières qui ont été mises en place, et dans les fonds de vallée pour conduire l'eau, pour pouvoir faire des ouvrages hydrauliques, des moulins globalement, pour alimenter les communes. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur ma thèse. Donc dans les perspectives à court terme liées à ma thèse, il y a la valorisation culturelle. Donc ça, si vous allez sur l'aire du Cadran, donc c'est en montagne de Reims, vous allez retrouver un panneau sur lequel vous avez des données LIDAR et tout. C'est des trucs qu'on a fait avec l'ONF pour un peu valoriser ces données de thèse. On fait régulièrement aussi des sorties en montagne de Reims pour expliquer finalement l'histoire du massif.
mais il y a aussi un transfert de toutes ces connaissances qui est directement fait vers l'ONF et vers le PNR, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'espère qu'à plus long terme, eh bien, on va pouvoir emmener ça sur d'autres thématiques pour vraiment modéliser l'hydrodynamique et surtout pouvoir réévaluer la vulnérabilité des captages d'eau potable. Parce que là, ici, je vous ai mis un petit exemple du captage de la source de Trepaille, où on se rend compte, une fois qu'on applique nos différents masques, que la physionomie des zones vulnérables, donc c'est les zones en rouge et en jaune, eh bien, change complètement par rapport à celle qui est proposée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une pollution vient ici, on sait qu'elle va rejoindre directement la source, alors que pour le moment, on ne le protège pas du tout parce qu'on considère que ce n'est pas vulnérable. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'espère qui vont être intégrées dans les plans de gestion de l'eau. Voilà. Et donc maintenant, c'est pas de chance sur la dernière diapo. Et voilà. Maintenant, j'espère que vous comprenez que l'eau de votre robinet, elle a eu un parcours quand même relativement complexe avant d'arriver finalement jusqu'à votre robinet. Et quand vous baladerez en montagne de Reims, vous vous direz que finalement, elle n'est pas si naturelle que ça, malgré tout. Voilà.